à orchestrer. Voilà, pour Recording Progress, euh, l'objectif, c'est de développer les activités pédagogiques autour du réseau trauma sévère. Donc, il y a pas mal de journées qui vont se faire là, qui sont programmées sur les prochains mois. Et bien sûr, on vous invitera dès qu'une une journée sera proposée. En parallèle, on est en train de finaliser un DU pour les réanimateurs et puis pour d'autres spécialités qui seraient intéressées autour du trauma sévère. Donc ça, c'est Thomas qui est en train de finaliser le programme et puis on vous diffusera tout ça. Et en parallèle de ça, il y a pas mal de projets qui sont en train de se finaliser, notamment la diffusion du transfert d'images des différents scanners sur une plateforme régionale ARS. La finalisation des discussions avec l'ARS pour financer des arcs dans le but de coter un registre, la diffusion d'une feuille préhospitalière qui serait commune à l'ensemble de la région et qui permettrait d'inclure l'ensemble des données de cotation du registre. Bon, tout ça, c'est des choses qui sont en train de se finaliser, de se mettre en place. Donc, vous allez en entendre parler. On va recommuniquer pas mal autour de ça. Il y aura des journées de formation qui, bien sûr, malheureusement, ont été annulées à cause de la pandémie, mais qu'on va reprendre au plus tôt. Alors, on avait prévu une à Montpellier. On verra comment on fera pour pouvoir faire ces journées, des moments de festivité un petit peu régionales et de discussion. Et là, on a le plaisir, c'est pas moi qui vais faire l'accueil, mais je le dis quand même, d'accueillir Anatole là, qui va nous parler de choc hémorragique. Il y a plein de guest stars là, qui vont être programmés dans les prochains topos. Donc voilà, là, c'est un plaisir d'accueillir sur le choc hémorragique traumatique. Vas-y Thomas. Merci Jonathan, merci beaucoup. Donc, merci au réseau d'organiser ça et merci à Fanny pour toute l'énergie qu'elle met dans l'organisation. Oui. Bravo à tous, c'est super. Et puis, bon, c'est un vrai plaisir d'accueillir Anatole Arroy qui travaille à Bicêtre. C'est l'équipe de Jacques Duranteau à Bicêtre, une réanimation qui est très connue pour ses activités dans la traumatologie et beaucoup de publications. Et donc, je remercie beaucoup Anatole, qui est un ami, d'être là. Et je lui laisse la parole. N'hésitez pas à poser des questions sur le chat et on discutera, on récupérera vos questions et on les posera dans la modération. Merci Anatole. On a perdu Anatole ou c'est moi? Tu vas dire Anatole, toi, ouais. Ah, Anatole, tu as ton micro de coupé, Anatole? non, il revient. Ah, Ouais. d'accord. Vous m'avez entendu là quand j'ai parlé Ouais, ou ouais, c'était ouais. dans le... Ah, Euh, super. Parce que Moi, je pensais pas quand j'ai parlé. j'ai quand même dit Et des trucs très j'ai intéressants, commencé donc à j'espère que vous m'avez parler. entendu quand même. Anatole, à Bon, toi la parole. À vas-y, toi la vas-y. Bon, parole, vous Anatole. voyez le plein écran ou pas là? Non, on te voit plus là, il faut que tu D'accord. repartages l'écran. Hop, on va repartir en arrière. Super, c'est en train d'arriver. Super, on te voit. C'est bon? Ouais. Voilà. C'est parti, prise en charge. J'ai l'impression que la connexion elle est trop instable en fait. Je vais mettre le téléphone ici. Merci beaucoup pour cette invitation. Donc, merci au réseau Oxytrauma, à Thomas, Jonathan, Fanny, ainsi qu'à tous ses membres. Donc, j'ai quelques conflits d'intérêts qui sont plus en cours, mais j'en ai quand même eu un avec LFB, qui fabrique entre autres du fibrinogène. Quand on parle de traumato, c'est quand même intéressant de le prendre en considération. La prise en charge de l'hémorragie traumatique, ça reste un enjeu. C'est un enjeu en plus qui est perfectible, puisque cette étude récente qui a étudié les 1848 décès issus dans l'étude d'un traumatisme a montré qu'il y avait 36% de morts évitables en traumatologie. Et si on s'intéresse plus particulièrement au lieu où sont décédés ces patients chez qui la mort était évitable, c'est pour 45% au déchocage, 45% en hospitalisation, donc ça se manifeste principalement à l'hôpital.
et que ces 36% de morts évitables sont, dans un cas sur 5, une mort par hémorragie, et sachant qu'il y a également un quart des cas qui est lié à une défaillance viscérale et ou un sepsis, on va dire que globalement, l'hémorragie et la défaillance multiviscérale comptent pour plus d'un tiers des morts évitables dans le choc hémorragique traumatique. Alors, il faut être organisé pour pouvoir prendre en charge le choc hémorragique traumatique. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a un micro non coupé, si c'est possible de le couper, ça flash fort. Pour prendre en charge le choc hémorragique traumatique, il faut être organisé. Je ne vais pas passer trop de temps là-dessus parce qu'il faut sélectionner quand on a 30 à 40 minutes, mais la labellisation des centres spécialisés en traumatologie a montré un intérêt pour l'amélioration de la survie des patients. L'organisation en réseau, et donc en définissant des niveaux pour chaque hôpital et pour que chaque hôpital mette en avant ce qu'il est capable de faire en traumatologie, permet d'améliorer le devenir des patients. Et l'organisation de l'accueil des patients traumatisés à l'admission, notamment par le biais de la création d'une traumateam au sens large, qui inclut également les chirurgiens, les radiologues interventionnels, les radiologues, ainsi que les manips, permet d'améliorer la prise en charge des patients. La stratégie réanimatoire, elle commence dès le préhospitalier, puis au déchocage, jusqu'au geste d'hémostase, avec pour objectif premier, toujours, de contrôler l'hémorragie, localiser et contrôler les vaisseaux qui saignent, par le biais d'un faible remplissage vasculaire initialement, d'une hypotension permittive, et puis par le traitement de la coagulopathie qui associe transfusion et apport de facteurs. Dans le même temps, on cherche à assurer une perfusion cérébrale satisfaisante, notamment pour les patients cérébro-lésés, en définissant le meilleur niveau de PAM. Et c'est une fois le geste hémostatique exécuté qu'en réanimation, on peut travailler à restaurer une physiologie normale, à traiter la dysfonction hémodynamique de façon individualisée et optimiser la perfusion cérébrale avec un monitorage multimodal. Donc, la réanimation hémodynamique initiale, elle vise à redonner une marge volémique qui permet de réguler la pression artérielle et le débit cardiaque, c'est-à-dire redonner du volume pour éviter la survenue de l'arrêt cardiaque et pas trop en donner pour éviter l'hémodilution, et rapidement pouvoir passer sur une stratégie de transfusion. L'objectif de pression artérielle systolique recommandé, il est entre 80 et 90 mm de mercure, ou une PAM 60 à 65, un objectif qui est bien sûr plus élevé en cas de traumatisme crânien grave, avec une PAS à 110. Est-ce qu'il y a intérêt à essayer de faire plus bas en termes de niveau de pression artérielle chez les patients? Il y a une étude récente qui a essayé de répondre à cette question. C'est 168 patients, ce sont des traumatismes pénétrants, c'est du trauma abdominal exclusif, et ce sont uniquement des patients qui sont pris en charge chirurgicalement. Et on voit bien qu'ils les ont randomisés pour un niveau de PAM 50 versus 65. 50, c'est plutôt bas quand même, hein. Et à la fin, la quantité de remplissage vasculaire est similaire entre les deux groupes. C'est aussi similaire pour la quantité de produits sanguins labiles administrés. Et si finalement on regarde quel était le niveau de PAM réel dans les deux groupes, on se rend compte que le groupe PAM 50 était finalement quasiment à 66 mm de mercure de pression artérielle moyenne. Alors moi, je pense qu'il y a une explication à ça. C'est qu'une maladie hémorragique où on perd régulièrement du volume et on perd du retour veineux, dès qu'on en redonne un petit peu avec du remplissage vasculaire ou avec une transfusion, je pense que la physiologie humaine, elle est faite pour essayer de se caler au minimum à 60-65. C'est une interprétation qui est un petit peu personnelle, mais c'est ce qui me fait dire aussi que c'est le bon objectif. En tout cas, maintenir une PAM en dessous de 65, ça n'apporte pas de bénéfices, et finalement, ce n'est pas tellement réalisable. Qu'est-ce qu'on utilise comme produit et comme soluté pour réanimer les patients? Ici, c'est juste pour constater quelque chose que voilà, vous avez forcément observé. On utilise de cristalloïdes. Et si on prend les résultats des dernières grandes études qui ont randomisé cristalloïdes versus colloïdes, on n'est pas dans le choc hémorragique pur dans cette étude. C'est de la chirurgie à haut risque, avec des patients qui sont régulièrement transfusés, mais qui ont régulièrement des variations volémiques. C'est 400 patients dans chaque bras, une étude réalisée par Emmanuel Futier, qui montre que les hydroxyéthylamidons versus le sérum salé isotonique, il n'y a pas de différence en termes de complications post-opératoires. C'est un critère composite. Et si on regarde les insuffisances rénales, il y a plus d'insuffisance rénale dans le bras hydroxyéthylamidon versus sérum salé isotonique. Et on n'a pas pour autant gagné en remplissage vasculaire, puisque les patients recevaient un tout petit peu moins de remplissage vasculaire dans le bras colloïde, mais ce n'était pas très relevant sur le plan clinique. Donc les hydroxyéthylamidons et les colloïdes sont plus recommandés pour la réanimation des patients en choc hémorragique, y compris pour le choc hémorragique traumatique. Les cristalloïdes sont donc recommandés en première intention, avec des recommandations européennes qui proposent
non seulement d'éviter le Ranger lactate chez les patients qui sont cérébrolésés pour des raisons hypotoniques, et qui propose également d'utiliser les solutés balancées en première intention. Cette recommandation de la part des experts européens, elle repose uniquement sur l'étude SMART. SMART, il y avait 3000 patients traumatisés parmi les 20 000. Dans ce sous-groupe, ce n'était pas significatif, et c'est un petit peu de proche en proche que ces recommandations ont été édictées. Et les prochaines RFE sur les solutés qui vont sortir bientôt de la part de l'ASFAR iront dans le même sens pour le choc hémorragique. Et la vasoplégie, c'est quelque chose sur lequel on a progressé sur le plan physiopathologique en tout cas. Lors du traumatisme, dès la phase aiguë, dès la survenue notamment de traumatismes orthopédiques et de traumatismes des organes pleins, il y a un relargage de molécules telles que les formylpeptides qui, lorsque vous les injectez à un animal, comme vous le voyez ici, ont tendance à être captés par les récepteurs des formylpeptides au niveau des cellules musculaires lisses et à provoquer une hypotension. Vous prenez un rat, vous lui injectez du formylpeptide, immédiatement après, vous avez une hypotension qui survient, c'est ce que vous voyez sur la partie du milieu, et puis c'est dose dépendant. Plus on en donne, plus l'hypotension est sévère. Et donc, en fait, cet hypotonus vasculaire, il est présent d'emblée, dès la phase aiguë du traumatisme, dès la prise en charge préhospitalière. C'est la raison pour laquelle l'utilisation des vasopresseurs est utile pour rétablir le tonus vasculaire, mais également du coup pour limiter l'hémodilution, puisqu'on a besoin de moins de remplissage pour atteindre le même niveau de PAM. C'est aussi indispensable pour augmenter un objectif de PAM. On peut difficilement obtenir un niveau d'hypertension, comme celui qu'on recommande chez les traumatisés crâniens graves, notamment chez les patients ventilés, sans vasopresseur. Alors, si on regarde les études, pourtant, l'utilisation des vasopresseurs, c'est systématiquement associé à une surmortalité, notamment parce que les études sont faites par les collègues américains et par les collègues japonais. Et que leur pratique de l'utilisation des vasopresseurs dans le choc hémorragique, c'est les utiliser en dernier recours, quand plus rien ne marche, y compris un remplissage vasculaire important. En France, la pratique, elle est différente. On utilise les vasopresseurs de façon assez précoce pour faire de l'économie de remplissage vasculaire, parce qu'on croit au fait que la physiopathologie montre un hypotonus vasculaire précoce. Ici, c'est une étude française qui a été menée à partir des données de la traumabase sur 1 millier de patients en choc hémorragique qui ont besoin de vasopresseurs dans un groupe versus pas besoin de vasopresseurs dans un autre groupe. Si vous faites l'étude brute, effectivement, il y a une hausse de la mortalité, c'est-à-dire une baisse de la survie chez ceux qui reçoivent des vasopresseurs. Et si vous ajustez sur la sévérité des patients, il n'y a plus aucune différence. Donc, en tout cas, dans la pratique française d'utilisation précoce, les vasopresseurs ne sont pas délétères. Alors, il faut quand même faire attention. J'ai envie de citer cette étude qui a été faite par les collègues de l'hôpital d'instruction des armées de Toulon. Chez 89 patients sévères, un ISS médian à 25, ils ont relevé les doses de vasopresseurs reçues par leurs patients, et en analyse multivariée, le fait de recevoir plus de 3 mg de noradrénaline était associé avec une surmortalité. Alors ça peut être aussi un marqueur de gravité, hein, on a beau ajuster, on n'est pas sûr d'avoir éliminé tous les biais, mais ils sont assez honnêtes avec leur pratique, et puis ils ont séparé les patients en 4 groupes, ceux qui avaient des doses faibles de noradré, modérées, un peu plus importantes, et puis la dose maximale. Et ce que vous voyez sur ce schéma, c'est que, quelle que soit la dose de noradré, même à dose de noradré élevée, la quantité de transfusion en rouge est similaire avec le groupe qui en reçoit peu. Pourtant, la quantité de soluté qui va être administrée à ces patients diminue avec la hausse de la noradrénaline. Et c'est ce qu'ils disent dans leur discussion, c'est leur pratique. Forcer sur la noradrénaline pour passer le moins de soluté possible, tout ça à gravité constante, puisqu'ils sont transfusés de la même façon, ce n'est pas forcément la meilleure des pratiques. Il y a un moment où il faut quand même trouver le bon équilibre entre trop serrer les vaisseaux et assurer une hémodynamique qui donne une perfusion satisfaisante des organes. Donc, il faut peut-être se poser la question quand on a plus de 3 mg. Une autre étude qui est intéressante, une étude récente américaine qui a randomisé 100 patients pour recevoir de la vasopressine au cours du choc hémorragique. Des patients qui ont un ISS médian à 22, donc assez sévère, et qui avaient déjà reçu 6 unités de produits sanguins labiles dans les 12 premières heures, c'était le critère d'inclusion. Et si on compare dans cette étude qui est totalement randomisée, le groupe vasopressine versus le groupe placebo, attention, le groupe placebo, c'est pas de vasopresseur, c'est juste pas de vasopressine. Hein. Ils avaient une seringue soit de placebo, soit de vasopressine, et à côté de ça, les praticiens utilisaient la noradrénaline comme ils avaient besoin. On se rend compte qu'il y avait
une quantité de transfusion qui était plus faible dans le groupe vasopressine que dans le groupe placebo. C'est la deuxième étude randomisée proposée par cette équipe qui ont et de produits de soluté transfusés dans la première étude, et ici, avec un effectif un peu plus important, confirme que ça fait l'économie transfusionnelle. Je pense que ça conforte largement l'utilisation des vasopresseurs au cours du choc hémorragique traumatique, et qu'il faut peut-être travailler un peu plus pour savoir si la vasopressine a des effets intéressants supplémentaires par rapport à la noradrée. Elle a un effet hémostatique puisqu'elle active les plaquettes et permet probablement la formation d'un clou plaquettaire plus performant. Cette étude ne permet pas de dire par quel biais ils ont obtenu une diminution des produits sanguins à bile. Donc en résumé, pour les vasopresseurs, utilisation précoce dès 1 litre de remplissage vasculaire semble être la limite qu'il faut se poser, et la mise en place d'un monitorage dès que possible pour éviter une mauvaise balance entre la vasoconstriction et la perfusion d'organes, et la place de la vasopressine reste à préciser. Alors, en ce qui concerne l'orientation diagnostique et la prise en charge, on va dire thérapeutique du saignement, c'est-à-dire boucher les vaisseaux qui saignent, il faut essayer le plus vite possible de pouvoir minimiser toutes les zones et tous les foyers hémorragiques. C'est juste une diapo de rappel pour dire qu'une plaie de scalp, un épistaxe bénéficie d'une prise en charge locale qui fera économiser sur toute la prise en charge préhospitalière et sur toute la prise en charge hospitalière avant d'avoir obtenu une hémostase, fera économiser de la transfusion et de l'instabilité. Le bilan lésionnel initial, il a souvent été référencé à cette étude de Pétel, une radio de thorax et une radiographie de bassin, mais avec l'essor actuel de la fastéchographie et de la faste étendue, les radios de thorax et les radios de bassin sont un petit peu tombés en désuétude. Pourtant, si on regarde les recos, la radio de thorax est toujours recommandée dans le traumatisme thoracique sévère, et la radio de bassin, on nous dit juste que ce n'est pas la peine de la faire si le patient est stable. Alors, dans notre institution, on a eu tendance à les faire de moins en moins, si bien que quand on les fait de moins en moins, au bout d'un moment, on ne les fait plus du tout. Et je pense qu'on oublie, dans certains cas, de les faire. C'est-à-dire pour les patients les plus instables, il vaudrait mieux décider de les faire dès l'arrivée du patient, plutôt que les faire par défaut quand la faste n'est pas réalisable. Parce qu'un des ennemis de la faste, c'est l'emphysème sous-cutané. Quand on se rend compte un petit peu trop tard que la faste n'est pas capable de vous aider, puisque les illustrations ne passent pas avec de l'emphysème, c'est souvent un peu trop tard de demander les radios et on perd du temps. Donc, la fastéchographie reste avec toute sa place pour diagnostiquer le lieu d'un saignement, qu'il soit intra-abdominal ou péricardique, et surtout, ça aide considérablement au raisonnement. Si vous regardez la diapositive dans sa partie haute, avoir de l'épanchement dans les 3 quadrants et de façon importante, c'est une information qui est extrêmement précieuse, notamment en présence d'un traumatisme pelvien, puisque quand il y a une telle quantité d'hémopéritoine, ça poussera beaucoup plus à aller vers la laparotomie première qu'à la prise en charge du traumatisme du pelvis uniquement. Alors que quand on a du liquide dans un seul cadran, comme c'est signifié ici, par exemple, s'il y a un traumatisme pelvien associé, on attribuera plutôt le saignement au traumatisme pelvien. La fastélergie, elle est très performante pour diagnostiquer un hémothorax ou un pneumothorax. Il n'est plus besoin de commenter à ce niveau-là. Et le Doppler transcrânien, non pas qu'il soit utile pour diagnostiquer l'hémorragie dans un choc hémorragique, mais il est très intéressant pour donner une idée de la perfusion cérébrale et pouvoir ajuster le niveau de PAM au patient. Alors, comment on fait pour raisonner à partir de là, pour s'orienter juste après la prise en charge initiale, pour diagnostiquer et aller le plus vite possible vers une thérapeutique efficace du saignement? C'est en intégrant la réponse du patient à cette réanimation initiale et en intégrant les éléments de la faste. Bien sûr, un patient stable hémodynamiquement ira au scanner corps entier, un patient stabilisé aussi, et puis on décide, selon le scanner, de faire une chirurgie ou une artériographie selon les lésions. En cas d'instabilité extrême, on peut prendre la décision et faire le choix d'aller vers une chirurgie ou une artériographie. Alors, on va dire, cet arbre décisionnel, il fait un peu old school. On a l'impression que c'est le même qu'on présente depuis 20 ans, mais il y a des éléments qui ont changé. Ce qui n'a pas changé, c'est que c'est l'hémorragie qui prime, et malheureusement, le crâne passe en seconde position. Et l'orthopédiste, même s'il est celui qui travaille le plus sur le patient, est celui qui passera le dernier.
Mais les modifications, elles sont plutôt au niveau de la définition d'instabilité extrême. C'est-à-dire que chez les collègues anglo-saxons, moins de 90 de PAM et avoir nécessité d'un remplissage vasculaire, ça peut être une indication d'aller au bloc. En France, et je pense à juste titre, on a décalé progressivement la notion d'instabilité qui indiquerait une chirurgie première. On peut aller au scanner avec un patient un peu difficile à stabiliser. Si le foyer hémorragique, on pense qu'il est rétropéritonéal, on a initié la transfusion, on a éliminé les facteurs confondants, on sent qu'on a besoin d'une réponse au scanner, il est probablement licite d'y aller. On n'ira pas jusqu'au même niveau d'instabilité si on a un traumatisme pénétrant, parce qu'un traumatisme pénétrant abdominal avec de l'hémopéritoine et avec une grande instabilité, on peut aller probablement au bloc directement. C'est ciblé, on sait d'où ça vient. Et le dernier élément, c'est que cette discussion, scanner corps entier, chirurgie, artériographie, ça change avec la mise en place de plus en plus nombreuses de salles hybrides. J'en dispose pas dans mon institution. Le plan de financement, pour l'instant, est totalement refusé, mais je sais qu'il y a certains collègues, notamment à Lille, qui en disposent. Et ça rend les discussions sur scanner premier et chirurgie un petit peu moins difficiles. Par contre, il rapporte très bien qu'il est difficile de mettre d'accord et les chirurgiens et les embolisateurs quand ils sont tous les deux dans la même salle et qu'il faut décider de qui commence. C'est quoi le timing idéal quand on prend en charge un patient au déchocage? Le plus vite possible, bien sûr. Il faut essayer de se donner des chiffres, 20-25 minutes pour un choc hémorragique avant de partir soit au scan, soit faire l'hémostase. C'est une limite qu'on peut se fixer, un objectif louable qu'on peut se fixer. Mais il y a un certain nombre de choses incompressibles à réaliser avant de repartir. Voilà, faire la FAST, plus ou moins les radios pour les patients les plus instables, pour ceux qui les réalisent encore, afin de localiser le saignement, et surtout identifier et traiter les causes confondantes. C'est très gagnant de drainer un pneumothorax avant de partir au scanner ou de partir au bloc opératoire. Réaliser une biologie qui doit comprendre au minimum un groupage, et puis une hémostase, surtout une hémostase délocalisée qui vous donnera une réponse rapidement. Initier la transfusion et sécuriser les voies d'abord. Au moins 2 voies veineuses périphériques, elles sont souvent posées en préhospitalier. Et la pose des cathéters centraux, je sais que la pratique de la pose des cathéters centraux diffère un peu entre les centres. On est resté sur une politique où, en cas de choc hémorragique, on pose la voie veineuse centrale, artérielle et veineuse en fémorale. Pour avoir auditionné certains centres, je sais que sur les patients pas trop instables, on reste sur les voies veineuses périphériques. Dans notre centre, on a choisi de continuer à les poser dès la prise en charge initiale. Un mot sur le ballon intra-aortique, le REBOA. Il est utilisé pour contrôler des saignements, notamment au niveau de la zone 3 et de la zone 2, qui entraînent l'instabilité extrême. Il est rapporté principalement par les équipes américaines et japonaises. Japonaises parce qu'il manque cruellement de chirurgiens et qu'ils essaient à tout prix de trouver des solutions pour traiter les patients les plus graves, le temps de les emmener en artériographie. J'en parle peu car ce n'est pas une technique que nous utilisons en première intention. C'est une technique qu'on utilise en deuxième intention dans notre centre en cas de bridge entre l'artério et le bloc ou en cas de bridge entre le bloc et l'artério. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de complications quand même. Complications à type d'ischémie, mauvais positionnement ou alors un positionnement au cours duquel on n'a pas vu qu'il y avait un saignement thoracique et on l'a positionné trop bas et on aggrave les choses. Et donc en post-artério ou en périopératoire, on a une notion un peu meilleure des blessures et des lieux de saignement et ça sécurise un peu son utilisation. C'est pour ça qu'on l'utilise en bridge uniquement. Et je sais que certaines équipes l'utilisent en première intention sur des patients instables dès l'arrivée. Alors l'hyperfibrinolyse est un phénomène important au cours de du choc hémorragique post-traumatique. Vous connaissez tous cette étude CRASH2 qui a montré une baisse de mortalité à l'administration d'1 gramme d'acide tranexamique sur 10 minutes puis sur 8 heures chez des patients à risque hémorragique, et y compris une baisse de la mortalité par saignement, avec un bénéfice d'autant plus important qu'on administre ce gramme sur 10 minutes, ce premier gramme, dans la première heure et ou dans les 3 premières heures. Et lorsqu'on l'administre après plus de 3 heures, on a une surmortalité qui fait clairement recommander son administration dans les 3 premières heures. Donc l'administration préhospitalière la plus précoce possible, c'est la meilleure place pour ce médicament. Certaines équipes contestent quand même cette fibrinolyse, hyperfibrinolyse, en tout cas contestent l'antagonisation systématique de la fibrinolyse. C'est une équipe américaine notamment qui travaille beaucoup dessus et qui, à l'aide du thromboélastogramme, a défini plusieurs phénotypes de fibrinolyse
chez les patients traumatisés. Il y a à droite les hyperfibrinolytiques, d'accord? Ceux qui ont une fibrinolyse qui est un peu démesurée, c'est 20% des traumatisés, c'est eux qui ont la mortalité la plus haute. Oui, l'hyperfibrinolyse est associée à une surmortalité. Il y a ceux qui ont une fibrinolyse dite normale, physiologique, puisque quand on saigne et qu'on fabrique du caillot, il y a forcément une fibrinolyse qui s'accompagne, c'est normal, il faut éviter que le système s'emballe. Et ceux qui ont une fibrinolyse à un niveau physiologique, c'est 20% des patients, ils ont une mortalité qui est faible, ils meurent à moins de 5%. Et en fait, dans leurs études, 65% des patients ont un shutdown de la fibrinolyse, c'est-à-dire qu'au contraire, la fibrinolyse n'existe même pas, elle est en dessous du seuil physiologique. Et c'est une des raisons pour laquelle cette équipe milite pour dire tout le monde n'a pas besoin d'antifibrinolytiques, en particulier ceux qui ont un shutdown. Alors, il y a quand même deux écueils dans leur raisonnement. Le premier, c'est qu'ils définissent l'hyper, l'hypo ou la normofibrinolise à partir du thromboélastogramme, qui n'est pas l'examen le plus sensible ni le plus précis et qui n'est pas l'examen de référence. La deuxième chose, c'est que quand on regarde dans les études, parmi ceux qui sont en shutdown et qu'on compare ceux qui ont reçu de l'acide tranexamique et ceux qui n'en ont pas reçu, il n'y a pas non plus de surmortalité chez ceux qui en ont reçu. Donc leur raisonnement ne se tient pas complètement. Toujours est-il que ça fait discuter, c'est bien d'essayer de progresser dans la compréhension, ça ne remet pas du tout en question l'utilisation de l'acide tranexamique chez un patient dont on pense qu'il est hémorragique. Et encore une fois, le plus tôt est le mieux, et le préhospitalier, c'est la meilleure place. Bon, en ce qui concerne la transfusion, le progrès des 20 dernières années peut se résumer en une diapo. C'est se rendre compte que quand on reconstitue du sang à partir des érythrocytes, des facteurs contenus dans un PFC et des plaquettes, une unité chacun, comme l'un dilue l'autre et l'autre dilue l'un, même s'ils sont très concentrés au départ, eh bien, quand on reconstitue du sang total à partir de ces éléments séparés, on atteint au mieux 30% d'hématocrite et on atteint au mieux 60% de TP. Donc, si on donne beaucoup de culot en excès, on imagine bien que le TP va chuter largement en dessous de 60% et qu'une stratégie qui serait déséquilibrée serait critique en cas de TP de départ de 40%, par exemple, chez un patient qui a une coagulopathie. Donc, cette histoire de ratio, elle a été confirmée par une étude randomisée, c'était 600 patients, l'étude ProPTR, qui a comparé des niveaux plutôt élevés, un ratio 1 pour 2, un PFC pour 2 kg, versus un ratio 1 pour 1 kg pour un PFC. Ici, il y a un décalage entre les deux courbes, mais ça n'est pas significatif en termes de mortalité. Le petit p est à 0,12. Mais si on regarde les détails de l'étude, même si la mortalité à H24 n'était pas différente, la mortalité par exsanguination était significativement diminuée dans le groupe 1 pour 1. Donc on peut penser quand même que pour les patients les plus graves, les plus hémorragiques, se rapprocher d'un ratio 1 pour 1 est bénéfique. Alors comment on peut s'organiser pour les ratios? Parce qu'il faut anticiper quelque part, il faut 30 minutes pour décongeler et obtenir des PFC. Donc si on veut atteindre du 1 pour 1 le plus rapidement possible, il faut s'organiser. Le but est d'identifier les patients qui sont à risque de recevoir des PFC, donc une transfusion massive le plus tôt possible, et de pouvoir débuter cette transfusion précocement. Puis, il faut aussi éviter, dans un monde idéal, de donner des PFC aux patients qui sont non hémorragiques. Et c'est là qu'intervient la communication entre les collègues du préhospitalier et les collègues de l'intra-hospitalier. Alors, je vous propose cette étude, mais il y en a plusieurs qui ont essayé d'évaluer le risque de transfusion massive à partir de données préhospitalières. Ici, ça a été fait par une collègue, Sophie Amada. Le endpoint, c'était la nécessité de transfusion dès l'arrivée ou de transfusion massive ou d'hypoperfusion importante avec un lactate supérieur à 5. En analyse multivariée, il y a plusieurs paramètres préhospitaliers qui étaient associés avec ces éléments, transfusion massive ou hyperlactatémie. Et elle en a extrait 5 principaux qui sont assez simples et qui font d'ailleurs souvent partie, de toute façon, de la communication qu'il y a entre le collègue préhospitalier et l'intra-hospitalier, un pelvis instable à la palpation, un choc index supérieur à 1, la nécessité d'intuber le patient, avoir un hémoQ inférieur à 13 ou une PAM inférieure à 70 mm de mercure, 2 de ces critères parmi les 5, et ça annonce un risque de l'événement, transfusion massive, transfusion dès l'arrivée ou hyperlactatémie, avec une sensibilité de 75%, une spécificité de 79%. Ce n'est pas parfait, mais ça permet quand même de pister certains patients et de s'organiser avant leur venue.
dans notre institution, par exemple, nous, on n'a pas de dépôt de sang. Voilà, on n'a pas de dépôt de culot globulaire, donc ça nous pousse à les faire descendre à l'avance, les tester, puis de les faire remonter si on n'en a pas besoin, mais au moins ils peuvent être descendus à l'avance. Et ça fait aussi qu'on décongèle des PFC à l'avance pour les patients qui présentent ces critères. Je sais que ce type de protocole est adaptable en fonction de ce que votre FS vous permet de faire. Alors, le ratio 1 pour 1, c'est très populaire par sa simplicité, parce que l'air de rien, faire du 1 pour 1, c'est facile. Il suffit d'avoir un hémo-Q. Dès que l'hémoglobine descend, on transfuse un culot, on transfuse aussi un PFC, on transfuse des plaquettes dès le deuxième pack, et quelque part, on a une réanimation qui peut se faire sur le plan transfusionnel avec un seul petit appareil. Le problème, c'est que pour certains patients, le 1 pour 1, on a risque de surtransfusion. Ils n'ont pas forcément tous un tel besoin en facteur, notamment. Et puis pour d'autres très coagulopathes, c'est insuffisant. J'en veux pour preuve cette étude. Pour comprendre ce qu'il y a dessus, en ordonnée, c'est la différence au niveau du ROTEM, en termes de FIBTEM, par rapport au FIBTEM d'arrivée. C'est-à-dire, si on est au-dessus de 0, on est positif, on corrige le FIBTEM au cours de la prise en charge. Si on va vers les négatifs, c'est que la part de fibrinogène diminue et que la réanimation transfusionnelle est insuffisante. Si vous regardez ici, transfuser des culots uniquement, forcément, c'est négatif, c'est-à-dire que le FIBTEM s'aggrave. Transfuser des PFC, alors ce n'est pas tout à fait significatif, mais vous avez du mal à maintenir le FIBTEM d'arrivée. Et c'est en transfusant du cryoprécipité parce que dans cette étude, on est chez les collègues anglo-saxons, ils n'utilisent pas le fibrinogène, c'est le cryoprécipité qui est leur source de fibrinogène. C'est le seul moyen de corriger le FIBTEM au cours du temps. Pourquoi? Parce qu'un PFC, c'est 0,5 g de fibrinogène, ça n'en apporte pas beaucoup. Et donc, on voit bien que pour certains qui auraient besoin de plus, et d'autres peut-être besoin de moins, il y a une utilité des bilans pour affiner la transfusion. Alors, sur quoi on peut se baser? Quel monitorage? Il y a le monitorage standard au labo. On dit qu'il faut un TP supérieur à 40%, 60% si trauma crânien, et maintenir un fibrinogène supérieur à 1,5. Bon, nous, il nous faut plus d'1 heure pour avoir les résultats du TP et du fibrinogène. On a un peu laissé tomber la possibilité de suivre ça sur la biologie. Et la possibilité de mesurer de façon délocalisée le TP ou l'INR, ou s'en approcher. Cependant, les appareils qui sont proposés n'ont pas été validés par toutes les études pour être représentatifs de l'INR dans un contexte de traumatologie. Au départ, ils sont utilisés pour monitorer la prise d'AVK, et quand on l'applique aux patients traumatisés, il y a quand même 25% des patients coagulopathes qu'on ne dépiste pas. Et puis, il y a les tests viscoélastiques. Alors, je vous propose de suivre un exemple. Ici, on a un piéton qui a été renversé par une voiture, 42 ans, il a un trauma crânien grave, il est Glasgow 5 avec un fracas facial. Il a une réanimation importante en préhospitalier parce qu'il est instable. 2 litres de cristalloïdes, 3,5 mg de noradré. On est tous d'accord pour dire que du coup, la réanimation a été intense. Et il arrive à 10,5 g à l'hôpital. Voici ici son thromboélastogramme. Il y a un grand délai dans l'initiation de la formation du caillot. Le maximum de fermeté est abaissé. Et ici, au niveau du fibrinogène, il y a une amplitude maximale qui est très faible. Si on voulait être un petit peu rapide, l'équivalent, c'est qu'il a environ 0,5 g de fibrinogène et qu'il manque considérablement de facteurs. Donc ce patient est très coagulopathe, il va falloir amener énormément de facteurs pour le corriger. Et puis là, vous avez un AVP moto, 32 ans, qui est déposé aux urgences de proximité parce qu'il n'était pas alarmant. Il fait un état de choc 5 heures plus tard sur un hémothorax droit, il est drainé, intubé. Et il a besoin d'être transfusé de 2 kg et d'être mis sous noradrénaline 1 mg/h avant d'être transféré dans un centre de référence. C'est un choc hémorragique qui est donc un peu vieilli, et après ces 2 kg, il arrive à 10 g d'hémoglobine à l'hôpital. Voilà son thromboélastogramme. Il est parfaitement normal, il n'y a pas de délai dans le R, le maximum de fermeté est normal. Il est même hyper coagulable parce qu'il initie le caillot avant la limite basse du R. Donc on voit bien qu'on ne peut pas prédire pour tout le monde. D'où l'idée de tester dans une étude randomisée l'intérêt du thromboélastogramme et ou ROTEM pour guider la transfusion des patients. Cette étude était une étude qu'on attendait depuis longtemps. Elle a été réalisée par Karim Broui, qui a proposé cette étude à 7 centres spécialisés en traumatologie. 396 patients, chez qui on comparait
un équivalent de gold standard à une prise en charge par thromboélastogramme ou Rotem. Ce qui est super important de comprendre dans cette étude, c'est que le gold standard, il est très, très, très gold. C'est 1 kg pour 1 PFC pour une unité plaquettaire, quasiment dès l'arrivée du patient, c'est-à-dire qu'ils sont tout de suite disponibles. Donc on est dans le gold standard extrêmement organisé. Et les patients dans les deux groupes recevaient ce gold standard dès l'arrivée. Et ce sont les packs suivants dont on décidait de les passer, soit avec les tests conventionnels de biologie dans un bras, soit avec les tests de mesure viscoélastique dans l'autre bras. C'est 67% de trauma fermé, ISS médian 26, délai avant admission 69 minutes. C'est très similaire à ce qu'on a en France, en fait. Bon, le groupe qui était réanimé sur le plan transfusionnel avec les mesures viscoélastiques du sang, ils ont reçu plus souvent des PFC, du fibrinogène et des plaquettes. 67% versus 36%, 2 fois plus souvent. Le groupe qui était réanimé en suivant le thromboélastogramme ou le Rotem avait un délai raccourci de 20 bonnes minutes avant administration de PFC, fibrinogène, plaquettes, après le premier pack. Donc il démontre bien ce qu'on pensait. On est plus intense pour certains patients, on donne plus de choses, et on le donne plus vite, parce qu'on a le résultat plus vite que la biologie. Différence en termes de mortalité à 24 heures ou de survenue d'une transfusion massive, CNS. Il n'y a absolument aucune différence. Alors on peut le commenter en long, en large et en travers. Je pense que l'élément principal, c'est que quand le gold standard est vraiment très très bon, c'est quand même, il faut probablement un très grand nombre de patients si on veut montrer une différence. Moi, ça me conforte dans le fait que si on fait bien la transfusion en 1 pour 1 pour 1 et qu'on l'organise pour pouvoir l'administrer rapidement à ceux qui en ont besoin, ça veut dire qu'on fait déjà très bien. Je ne dis pas qu'il faut laisser tomber le thromboélastogramme, nous on l'utilise dans notre centre. Je pense que c'est important pour savoir se situer quand la situation perdure. C'est important de pouvoir faire un point et ça peut aider à dépister ceux qui n'ont vraiment pas besoin ou ceux qui sont extrêmement coagulopathes. Mais si on fait bien le 1 pour 1 pour 1, on fait déjà très bien en fait. Alors il existe une alternative au PFC, il en existe même plusieurs. Il en existe 2 principalement qu'on va commenter. La première, c'est les concentrés de complexes prothrombiniques. L'étude qui les a le plus validés, même s'il reste beaucoup de choses à discuter, c'est cette étude parue il y a 4 ans, c'est 94 patients. ISS 35 sont des patients sévères, hein, traumatologie fermée et sévère, étaient randomisés pour recevoir du fibrinogène avec des concentrés de complexes prothrombiniques ou des PFC comme apport de facteurs. Et l'administration de chacun était guidée par le Rotem. On voit qu'en termes de transfusion massive, elle était 2,5 fois moins fréquente pour ceux qui recevaient fibrinogène et concentrés de complexes prothrombiniques versus ceux qui recevaient les PFC. Et qu'on avait 2,5 fois moins souvent recours aux plaquettes pour ceux qui recevaient fibrinogène CPP versus PFC. Alors, il y a un écueil important dans cette étude, c'est que l'administration de PFC survenait en médiane au-delà de 45 minutes dans le groupe PFC. C'est un peu tard quand même pour un standard actuel. Et ça fait la part belle du coup aux fibrinogènes et aux concentrés de complexes prothrombiniques. Bon, d'un autre côté, leur avantage, c'est d'être disponible tout de suite. Mais comparé à 3/4 d'heure, c'est franchement lent quand même. Voilà. Donc, les concentrés de complexes prothrombiniques sont actuellement proposés comme alternative au PFC, à condition d'avoir un monitorage. C'est ainsi que les experts européens l'ont proposé. Et puis, il existe le plasma lyophilisé, traditionnellement et historiquement fabriqués par les centres de transfusion sanguine des armées, et qui ont récemment fait l'objet de recommandations. C'est un produit qui est prêt à l'emploi tout de suite quand on en dispose. Et chez les patients qui arrivent en choc hémorragique et pour qui les PFC ne seraient pas disponibles, il peut être utile de s'équiper de plasma lyophilisé, qui est conservable 18 mois, qui est donc conservable juste à côté de l'aire de déchocage, pour initier la première transfusion, pour atteindre un 1 pour 1 pour 1 en termes de facteurs. En ce qui concerne la transfusion de plaquettes, le seuil est de 50 000. En l'absence de traumatisme crânien, on propose un seuil plutôt à 100 000 en cas de traumatisme crânien. Et ça a aussi des propriétés sur la fibrinolyse, puisque ce sont de très bons inhibiteurs de la fibrinolyse, les plaquettes. Alors, quand est-ce qu'il faut les administrer? Cette étude, c'est une étude qui a été
faite à partir des datas de l'étude ProPPR, celle qui avait randomisé 1 pour 1 versus 1 pour 2. Il faut savoir que dans le groupe 1 pour 1, les plaquettes étaient données en premier chez les patients, alors que dans le groupe 1 pour 2, les plaquettes étaient données en fin de premier pack ou en début de deuxième pack, ce qui leur a permis en fait de faire une étude secondaire dans laquelle on regardait ceux qui les avaient reçus en première position et ceux qui les recevaient uniquement à partir du deuxième pack, et en ajustant tout ça sur le fait qu'ils étaient dans le groupe 1 pour 1 ou 1 pour 2. Et on se rend compte que la mortalité était beaucoup plus basse chez ceux qui recevaient les plaquettes précocédentes. Alors, c'est une étude ancillaire. Il y a un biais parce qu'ils sont randomisés sur autre chose, sur le ratio oculoglobulaire et PFC. Mais il semble quand même que pas les donner trop tard, ce soit une bonne chose. Il ne faut pas les donner plus tard que le début du deuxième pack en pratique, chez un patient en choc hémorragique. Une chose était intéressante, c'est que finalement, très peu de patients étaient passés en dessous des 100 000 plaquettes au moment de la transfusion plaquettaire. Ce n'est pas une donnée qu'ils avaient au moment où ils donnaient les plaquettes, parce que la biologie arrivait plus tard. Mais une fois la biologie recueillie, si on regardait bien, les plaquettes étaient transfusées à un moment où les patients avaient plus de 100 000 plaquettes. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas que le côté quantitatif. On sait que les fonctions plaquettaires sont altérées en cas de choc hémorragique traumatique. Peut-être que cette transfusion plaquettaire corrige ce déficit fonctionnel acquis lié au trauma, et peut-être aussi qu'il y a cette action sur la fibrinolyse qui est décrite au laboratoire, qui joue et qui améliore la coagulation des patients. On a besoin probablement d'un petit peu de recherche pour mieux décrire et préciser leur position, mais en cas de choc hémorragique sévère, fin de premier pack ou début de deuxième pack, c'est très raisonnable. Bon, puis les incontournables, lutter contre l'hypothermie, c'est facile à dire, pas toujours évident quand on déplace le patient. L'arme la plus utile, c'est le réchauffeur, c'est l'accélérateur réchauffeur, ce qui permet de perdre le moins de température. La correction du calcium ionisé, dans cette dernière étude, qui a regroupé 800 patients en choc hémorragique, 10% des patients passent en dessous de 0,90 de calcium ionisé. C'est très utile pour la vasoréactivité, quasiment plus que pour la coagulation. Et donc, il est proposé de corriger dès qu'on est en dessous de 0,9. Et puis l'exceptionnel, le facteur 7 activé reste effectivement l'exceptionnel. Une fois que la chirurgie et l'embolisation ont été essayées, une fois qu'on a corrigé l'hémostase biologique, quand on rentre vraiment dans une coagulopathie avec un saignement à tous les points de ponction. Donc en conclusion, la prise en charge du choc hémorragique traumatique, sur le plan de la réanimation, c'est par soluté cristalloïde, balancé en première intention, on n'utilise plus les colloïdes, une administration précoce des vasopresseurs, dès 1 litre de remplissage vasculaire, avec en ligne de mire la place de la vasopressine qui reste à définir, donc une optimisation hémodynamique dès que possible, une fois qu'on a réalisé l'hémostase, une transfusion précoce, avec un ratio qui se rapproche de 1 pour 1 et des plaquettes dès le début du deuxième pack. Les ratios, ils ont quand même leurs limites, ça peut être excessif pour certains et insuffisant pour d'autres, et moi je crois que la biologie délocalisée peut quand même permettre d'identifier notamment les plus coagulopathes qui ont besoin de plus. L'acide tranexamique, même si la mise en évidence du shutdown chez 2/3 des patients fait réfléchir, il y a suffisamment d'arguments pour l'utiliser pour tous le plus tôt possible chez les patients en choc hémorragique. Et les inconnus sont le bénéfice réel du fibrinogène. Oui, ça corrige un taux de fibrinogène, mais aucune étude randomisée n'a permis de dire que ça faisait mieux que les PFC. Et puis entre les concentrés de complexe prothrombinique et les PFC versus d'autres sources de facteurs, on ne sait pas qui est le meilleur. Le 1 pour 1 et les PFC, c'est ce qui est le plus démontré. Encore du boulot pour les concentrés de complexe prothrombinique, pour savoir s'ils sont équivalents, voire supérieurs. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Anatole. N'hésitez pas à poser des questions sur le chat là, et voilà, chacun prend la parole, mais par le chat, ce serait bien. Merci beaucoup, c'est très très intéressant. Alors, je vais peut-être commencer par une petite question, peut-être un peu basique, mais sur quels critères on décide de déclencher le pack transfusionnel? C'est-à-dire dans votre pratique à vous,